et bonjour Claude Malhuret. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en direct sur ce plateau. Vous êtes sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants, République et Territoire ici au Sénat. Vous êtes membre d'Horizon. C'est le mouvement d'Édouard Philippe. On va bien sûr en parler. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Jefferson des Sports de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Oriane, bonjour Claude Malhuret. Bonjour. Claude Malhuret, avant de parler de l'actualité avec vous, on va bien sûr longuement en parler. Vous avez reçu hier soir le prix du sénateur de l'année de la part du jury du Trombinoscope. On le voit sur ces images. Est-ce que c'est surtout l'orateur Malhuret qui a été récompensé hier soir ? En tout cas, c'est ce que m'a dit Nathalie Moret, qui était la journaliste chargée de me remettre le prix. Chaque journaliste remettait le prix à un politique. Et sans que ce soit à cause des discours que je fais au Sénat. Et de ce point de vue-là, permettez-moi de vous remercier. Parce que aujourd'hui, les discours en moyenne, vous devez avoir les chiffres, ça m'a étonné moi-même, ils font environ 1 million de vues maintenant en moyenne, sur Twitter, sur YouTube, etc. Et ce sont ceux que c'est vous qui les lancez au départ. Et évidemment, avec le compte Twitter que vous avez, avec des centaines de milliers, c'est ce qui m'a permis, alors que moi j'ai un compte Twitter, mais je ne tweete pas. Mais c'est assez original. Vous avez un compte Twitter avec beaucoup d'abonnés d'ailleurs et 0 tweet. C'est une énigme, mais pourquoi effectivement. Parce que je me sers de Twitter comme vous, pour m'informer, pour la vie politique et journalistique. Évidemment, elle nécessite Twitter aujourd'hui. Mais si je me mets à tweeter, je ne fais plus rien. Mais c'est aussi un peu ce que vous dites dans votre discours au Sénat. Hein. C'est aussi un peu cette inquiétude que vous avez vis-à-vis des réseaux sociaux qui sont un danger pour la démocratie pour vous. Alors, c'est ça le paradoxe. C'est que ce prix ou l'importance, le nombre de vidéos de mes discours qui sont vus, ce sont sur les réseaux sociaux, que j'appelle moi les réseaux antisociaux, et dont je pense effectivement, mais je ne suis pas le seul à le penser, c'est Obama qui l'a dit en premier, l'an dernier dans The Atlantic, il a expliqué, il a utilisé les mêmes mots que vous, c'est une menace pour la démocratie. Parce que vous aussi, vous subissez des attaques sur les réseaux sociaux, parce que vous faites 1 million de vues, mais en même temps, derrière, il y a beaucoup de critiques. À chaque fois, plus de positifs évidemment que de négatifs, mais 1 millier en moyenne ou plus, comme les autres élus. Est-ce que vous craignez pour votre sécurité, Claude Malhuret? Non, vous savez... des menaces aussi? Oui, des menaces de mort, etc. Mais les réseaux sociaux, c'est ça aussi, on se lâche, on fait n'importe quoi. Bon, la police le prend au sérieux, puisque je fais partie de ceux qui, de temps en temps, pour lesquels on fait des rondes, des surveillances, etc. Mais bon, je laisse faire. Franchement... J'ai passé une bonne partie de ma vie à Médecins sans frontières du côté des Khmers rouges, des talibans afghans ou des milices libanaises. Bon, c'est pas les quelques je sais pas quoi sur les réseaux sociaux, les menaces de mort sur les réseaux sociaux. Bon, on verra bien. C'est pas. Je crois qu'il y a un mouvement en ce moment qui dit attention, les politiques sont menacés, le climat est délétère, etc. Moi, je le prends plutôt avec philosophie. Pour moi, la menace démocratique, la menace pour la démocratie que représentent les réseaux sociaux, c'est d'abord sur le débat, les tombereaux de fake news, d'injures, de harcèlement. Ça, c'est très grave. Et deuxièmement, évidemment, on l'a vu dans toutes les élections depuis 4 ou 5 ans, c'est les robots, les trolls des dictateurs, et notamment de Poutine, qui industriellement truquent et sabotent les élections, comme on l'a vu aux États-Unis, comme on l'a vu avec le Brexit, comme on l'a vu la tentative en 2017, et je suppose que ça va recommencer. Donc ça, oui, ce sont des graves menaces pour les démocraties. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les démocraties se portent un petit peu moins bien par rapport aux régimes illibéraux ou aux régimes totalitaires qu'après la chute du mur, il y a une trentaine d'années, où c'était la victoire définitive des démocraties. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas, et aujourd'hui, c'est vraiment problématique. Il y a un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, en tout cas qui a de l'ampleur sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les convois de la liberté. Comme ce qui s'est passé au Canada, il y a actuellement des milliers de véhicules qui convergent de plusieurs villes de France vers Paris. Ils ont prévu de se rassembler ce soir et demain dans la capitale. La manifestation est interdite par la préfecture de police de Paris. Est-ce que ça, c'est un mouvement qui vous inquiète? Est-ce que pour vous, il peut prendre de l'ampleur? Est-ce qu'il peut perdurer? Je pense que non. Je pense que ce mouvement est devenu... On en est dans une queue de comète qui devient ridicule. Petit à petit, le mouvement des antivax, totalement injustifié,
puisque la politique vaccinale de la France était la bonne, et 90% des gens sont d'accord avec ça, puisqu'ils se sont fait vacciner. C'est la démonstration même que ce mouvement était ridicule, un mouvement de complotistes pour une part, un mouvement de gens qui voulaient protester contre tout, contre le gouvernement, etc., un amalgame d'extrême droite, de complotistes et de protestataires. Petit à petit, il s'est amenuisé au point que les dernières manifestations, il n'y avait plus personne. Ça fait 3 ans que des gilets jaunes aux antivax, etc., on a pris... C'est la même chose pour vous, les gilets jaunes et les antivax. Les gilets jaunes... Une partie des gens sont les mêmes, et une partie non. Mais il n'y a pas une vraie colère. À 2 mois de la présidentielle, vous ne craignez pas qu'on ait un nouveau mouvement social, une nouvelle expression de la colère? Et ce quinquennat n'a pas été épargné sur ce point-là. Bien sûr que c'est une possibilité, mais pourquoi est-ce qu'on l'aurait? La crise sanitaire a été gérée, regardez la presse internationale, la crise sanitaire a été gérée en France d'une manière... je dirais pas exemplaire, parce qu'on peut jamais gérer à 100% bien, mais elle a été plutôt bien gérée. La crise économique et politique qui est peut-être devant nous, mais la crise économique et sociale a été gérée jusqu'à présent. Tout le monde le reconnaît de manière extrêmement bonne. Bien entendu, il y a un problème de pouvoir d'achat. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Ce sont aussi ces Français qui ont du mal pour qui la fin du mois arrive le 10 du mois, qui ont du mal à payer leur plein d'essence, qui ne peuvent pas offrir ce qu'ils veulent à leurs enfants. Vous comprenez ce mouvement de colère? Est-ce que le gouvernement y a suffisamment répondu? Et moi, je pense... bien entendu que tout cela est vrai. Et bien entendu que tout cela est dû à une crise sanitaire qui a entraîné une crise économique, avec en plus quelque chose auquel on ne peut rien, c'est-à-dire l'augmentation du prix du gaz, largement orchestrée par Poutine pour des raisons dont on parlera peut-être aussi, politiques et géopolitiques. Mais face à cela, et je le lis plus dans la presse internationale d'ailleurs que dans la presse française, tout le monde dit la France est un des pays qui a le mieux ou le moins mal géré cette crise. Ce qui n'empêche que quand vous êtes dans une crise, quels que soient les efforts que vous faites, il reste des problèmes. Cela dit, et donc je comprends bien que les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Cela dit, la raison pour laquelle je ne pense pas que les mouvements de protestation se font lorsque vous n'avez pas les moyens d'exprimer, lorsque c'est le seul moyen que vous avez d'exprimer votre inquiétude ou votre colère. Or, dans 2 mois, les Français vont avoir un moyen extrêmement simple, et ils le savent, d'exprimer leur volonté. Ils pourront voter, ils pourront éventuellement... Donc vous leur voter. dites rendez-vous dans les urnes? Et je ne leur dis pas ça. Je me dis que dans leur tête, je pense qu'ils se disent, si on a quelque chose à dire, si on a une vision de l'avenir, on va l'exprimer. Parfois, pour certains, en votant pour les extrêmes, parfois en votant pour des partis républicains, de droite ou de gauche. Donc je me dis qu'en général, les périodes d'élections, et notamment d'élections nationales, présidentielles ou législatives, s'il va y en avoir 2, c'est un moment qui n'est pas propice à la protestation sociale, parce que on a un autre moyen. Mais si elle s'exprime dans les urnes, ça veut dire que les extrêmes vont faire un score élevé pour vous en avril? On verra bien. Pour le moment, oui, elles font un score élevé, mais pas plus que la dernière fois. Pas plus qu'en 2017, elles ont fait 40%. Si vous regardez les sondages... pas plus, mais pas moins. Alors qu'Emmanuel Macron avait dit que lui, il serait une réponse à ces électeurs qui votaient Front National. Il n'y a pas répondu. Oui, regardez ce qui se passe dans les pays démocratiques voisins. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, regardez le Brésil, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Vous avez, où que ce soit, une montée des extrêmes, une menace sur les démocraties, et nous, le rôle des politiques, et d'ailleurs, permettez-moi de dire, le rôle des journalistes devant l'accumulation des fake news, des réseaux sociaux qui disent n'importe quoi et qui menacent la démocratie. Souvent, les journalistes et les politiques, c'est un peu opposé. Dans le monde que j'ai connu, pour les politiques, les journalistes, c'était Satan, et pour les journalistes, les politiques, c'était le gibier. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que face à tous ces dangers, on a au moins un combat commun, et que le monde a changé de ce point de vue-là. On a au moins un combat commun, c'est qu'on n'est plus là simplement pour faire vivre la démocratie, parce que c'est notre rôle aux uns et aux autres d'une façon différente, plus là simplement pour faire vivre la démocratie, mais pour défendre la démocratie. Plus là pour faire vivre nos institutions, plus seulement là pour faire vivre nos institutions, mais là pour défendre nos institutions. Juste un dernier mot sur ces convois de la liberté. Le ministère de l'Intérieur a eu raison de demander leur interdiction demain dans Paris. Écoutez, je crois que les Parisiens, moi je vis comme sénateur la moitié de la semaine à Paris et la moitié de la semaine dans mon département de l'Allier. Et en tant que Parisien, et en plus j'habite entre République et Nation.
Vous voyez, les manifs, le blocage de part et tout, les Parisiens en ont marre. Ils en ont marre aussi de beaucoup d'autres choses, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans la politique et casser du sucre sur la mer de Paris. Mais les Parisiens en ont marre. Donc quand Gérald Darmanin dit hier la République, c'est pas la chienlit, c'est des propos que vous pouvez reprendre à votre compte? Oui, enfin, c'est pas la chienlit. Je veux dire, on n'est pas dans la chienlit. Mais effectivement, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur de faire en sorte qu'on n'y soit pas. On va bien voir le succès ou le non-succès de cette manifestation. Mais franchement, le périph' bloqué par les camions, le centre de Paris bloqué par les manifestants, franchement, je le dis pour les gens qui n'habitent pas à Paris et qui ne s'en rendent peut-être pas compte tous les jours, mais il y a d'autres villes de France où c'est un peu pareil. Vous êtes du sud-ouest, à Bordeaux, c'est des choses qui arrivent assez Si vous faites allusion aux embouteillages, il y en a, oui. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'en ai marre. Allez, on va parler du nucléaire, puisqu'Emmanuel Macron était hier à Belfort pour annoncer son plan pour l'avenir énergétique de la France. Alors, Emmanuel Macron, il a commencé son quinquennat en fermant Fessenheim, il le termine en disant on va construire 14 réacteurs EPR et on va arrêter de fermer les réacteurs existants tant qu'ils sont en état de marche. On est quand même sur un revirement total. Alors, si on est opposant à Macron, on dit c'est un revirement total, il a pris les mauvaises décisions. Si on est pro-Macron, on dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et par conséquent, il lui a fallu, il le fait aujourd'hui où il y a une opportunité. Donc ça veut dire qu'il s'est trompé au début de son quinquennat, il n'aurait pas dû fermer Fessenheim? C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus, comment dire, nous vivons depuis 30 ans sous les oukases écologistes qui nous disent les seules solutions, qui nous interdisent qui ont réussi et c'est rien par rapport à l'Allemagne. Si nous sommes aujourd'hui dans cette situation sur le plan de prix du gaz, etc., c'est grâce à une politique dramatique que l'Allemagne s'est fait imposer par les écologistes, que Angela Merkel s'est fait imposer par les écologistes il y a 30 ans, 20 ans. Donc la hausse du prix du gaz aujourd'hui que chacun subit, vous le dites, adressez-vous aux écologistes, c'est la faute des écologistes? Le raisonnement est assez long. La hausse du prix du gaz, elle est due à une conjonction de facteurs, elle est due à une politique de l'Allemagne qui a fermé ses centrales nucléaires, qui maintenant est obligée de recourir au gaz et au charbon et qui est totalement dépendante et qui fait monter les prix, bien entendu. Elle est due deuxièmement à l'action de Poutine qui trouve un moyen inattendu et une opportunité pour lui de casser un peu plus l'Europe et de faire souffrir l'Europe, de casser l'Ukraine en supprimant avec Nord Stream 2 à terme son pipeline et au fait que nous avons... alors la France y échappe encore parce que même en ayant fermé une centrale, en n'ayant pas entretenu un certain nombre, elle est dans une situation moins bonne qu'elle ne pourrait être. Mais enfin, on est quand même, heureusement, dans une situation meilleure que beaucoup de pays européens. Mais il n'empêche qu'en ce qui concerne le gaz, parce que nous utilisons quand même une partie du gaz pour notre énergie, ben nous souffrons comme les autres de l'augmentation. Et oui, c'est parce que... Pourquoi a-t-on fermé les centrales nucléaires? Parce que depuis 40 ans, les écolos, en France comme dans tous les pays développés, ont réussi à persuader les gens que l'énergie nucléaire c'était mal, qu'il n'y avait pas de solution, etc. Donc Emmanuel Macron, lui aussi, il a trop cédé aux écologistes au début de son quinquennat? Je pense effectivement que la fermeture, par exemple, de Fessenheim n'était pas une bonne décision. Donc je me félicite qu'il ait enfin compris qu'il fallait maintenant, et d'ailleurs je pense qu'il l'a aussi bien compris, qu'il dit qu'il faut mettre les bouchées doubles. Claude Malhuret et Yannick Jadot, le candidat écologiste, a justement été très critique suite aux annonces d'Emmanuel Macron. Il dénonce une voie passée, une voie coûteuse et surtout une impasse sur la question des déchets. Qu'est-ce que vous répondez aux candidats écologistes? Justement, on a bien compris que vous dénonciez les oukases des Verts. Là, c'est ces deux mondes qui s'affrontent, ces deux théories qui s'affrontent? Ce que je dis, c'est que je dis que enfin, pour être branché, pour être moderne, etc., au cours des 30 dernières années, il fallait être écolo et anti-nucléaire. Moi, je pense qu'il faut être aujourd'hui écolo, mais en sachant que les solutions au développement durable, ce sont les solutions scientifiques, ce ne sont pas y compris sur les déchets nucléaires, où on fait des avancées, vous le savez sans doute, depuis la science fait aujourd'hui en matière de traitement des déchets des progrès considérables. Et je pense que d'ici 20 ans, 30 ans, les débats que nous avons aujourd'hui seront derrière nous. Donc je me félicite qu'aujourd'hui, enfin, pour les politiques comme pour les autres, on puisse
dire le nucléaire fait partie, c'est pas le seul, mais fait partie des solutions de développement durable, sans être traité de neuneux, sans être traité d'anti-développement durable. Moi, je me félicite de ça et on voit bien que ce mouvement est en train de se faire et que tout le monde, et la France est la première à le comprendre, l'Allemagne mettra encore du temps à le comprendre, mais ils finiront par le comprendre et par comprendre qu'ils ont pris beaucoup d'années de retard dans ce domaine. Claude Malhuret, vous avez évoqué l'Ukraine tout à l'heure. Je voudrais qu'on reste sur la question internationale. Un débat parlementaire se tiendra dans 10 jours sur la question du Mali. Notre ambassadeur au Mali a été expulsé, vous le savez. Qu'est-ce que est votre position? Est-ce qu'il faut partir? On sait que cette question du départ de Barkhane est sur la table. Évidemment, c'est un sujet qui supporte mal les raccourcis, mais en quelques secondes, quelle est votre position à la lueur de ce débat parlementaire qui se profile? Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution au Mali, et je pense qu'il n'y en a jamais eu. Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on est au Mali? Parce qu'il y a quelques années, une colonne de djihadistes était en train de rouler en direction de Bamako et qu'on les a arrêtés à la dernière minute. Donc c'était déjà pas terrible et il n'y avait pas de bonne solution. On a pris la moins mauvaise des solutions parce que sinon aujourd'hui il y aurait un califat islamiste au Mali. Ce qui est quand même. Donc il faut réussir à sortir du Mali. Donc il n'y a pas de bonne solution. Je dirais pas ça de cette façon-là qu'il faut sortir du Mali, mais de toute façon, je pense que dans quelques temps, nous ne serons plus au Mali. Je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que fait l'armée française, c'est de redéployer notre dispositif anti-djihadiste sur le Niger, le Burkina Faso, c'est plus compliqué. Et surtout, parce que comme je disais, il n'y a pas beaucoup de bonnes solutions, mais la situation n'est pas très bonne non plus, et surtout ce qui me préoccupe, c'est pas seulement le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est pas seulement le Sahel, c'est que les groupes djihadistes sont en train en ce moment de se rapprocher de pays qui économiquement et politiquement et diplomatiquement sont extrêmement importants pour l'Occident et pour la France. Je parle notamment de la Côte d'Ivoire, je parle du Sénégal. L'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, ne parlons même pas du Nigeria, qui est déjà, avec Boko Haram, en train d'être explosé dans le nord du pays par les djihadistes. Donc il faut aujourd'hui se redéployer et il faut penser à préserver une autre ceinture sur laquelle jusqu'à présent on n'avait pas trop de craintes et maintenant les craintes sont là. Claude Malhuret, on va parler de la présidentielle. Je le disais, vous êtes membre d'Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. Vous avez vu ces dernières heures Éric Woerth rejoindre Emmanuel Macron. Natacha Bouchart, la maire LR de Calais, appelait également à voter pour Emmanuel Macron. Finalement, Emmanuel Macron, il n'a pas besoin d'Édouard Philippe pour allier les gens de droite. Est-ce que ces décisions elles n'affaiblissent pas Édouard Philippe au sein de la majorité? Je pense surtout qu'elles illustrent le fait qu'il a eu raison avant les autres. Parce que qu'est-ce que c'est qu'Horizon? C'est d'anciens adhérents, d'anciens militants, d'anciens politiques du centre-droit, essentiellement d'ailleurs des Républicains, qui ont compris avant les autres qu'il y avait aujourd'hui un vrai problème à LR, qu'il y avait d'un côté toute une frange, et regardez, 40% pour Éric Ciotti, c'est très clair, toute une frange qui était prête à voter au deuxième tour pour Éric Zemmour, et qui, par conséquent, sont attirés par l'extrême droite, et toute une frange qui est pour des solutions démocratiques, et notamment pour Emmanuel Macron, c'est le cas d'Horizon, puisque Édouard Philippe soutient Horizon. Donc, moi, je l'analyse pas comme le fait que le rôle d'Édouard Philippe est... Après tout, si aujourd'hui des gens viennent, etc., c'est aussi parce qu'il a montré le chemin, c'est aussi parce qu'il est là, parce qu'il a Horizon, peut-être d'ailleurs... Vous êtes un ancien LR, Claude Malhuret. Exactement. Donc vous avez pris la conclusion que LR c'est terminé? Écoutez, on va voir ça à la présidentielle. Si Valérie Pécresse ne gagne pas la présidentielle, personne ne sait aujourd'hui ce qui va se passer. Mais si elle gagne la présidentielle, elle va avoir beaucoup de mal, on le voit bien dans la campagne, à faire le grand écart et à réunir les deux pôles de son parti. Et si elle n'y va pas, je pense effectivement que comme vous dites, les deux droites deviendront irréconciliables. D'ailleurs, elles sont irréconciliables depuis que Jacques Chirac a dit il y a 30 ans, il y a un mur entre la droite et l'extrême droite. Ce mur, il a toujours tenu. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il continuera à tenir, mais il est en train de passer à l'intérieur de LR, et c'est la raison. Donc ça veut dire clairement qu'une défaite de Valérie Pécresse à la présidentielle, ça signifierait la fin des LR pour vous? Ça signifierait probablement l'éclatement de LR, oui. Est-ce que ces décisions... Alors peut-être sans doute une partie de LR restera, celle qui ne rejoindra pas l'extrême droite, mais qui sera encore plus affaiblie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais ça ne rejoindra pas Emmanuel Macron pour vous?
Si, une partie rejoindrait Emmanuel Macron, bien entendu. Une partie rejoindrait, c'est déjà le cas, vu que vous venez d'en parler, une partie rejoindra l'extrême droite, et une petite partie essaiera de... Mais il restera quand même un noyau LR. Voilà, sans doute. Est-ce que quand même ces décisions d'Éric Woerth, de Natacha Bouchard, la vôtre, Horizon, ça risque pas de faire passer Emmanuel Macron comme le candidat de la droite ? Ce que lui reproche une partie de ses opposants. Moi, ça m'est égal. Moi, je suis de droite, donc si Emmanuel Macron... Il n'est pas plus à gauche. Mais pour vous, c'est le candidat de la droite. Pour moi, c'est le candidat du centre et c'est le candidat de plus en plus du centre droit. Mais je dirais, non, c'est pas le candidat. Lui-même, on est le candidat de ceux qu'on se revendique. Macron ne se revendique pas de droite. Il a été un président de droite pour vous ? Il a été un président qui a commencé plus à gauche qu'il n'a fini. Mais en même temps, la société française, tout au long de ces dernières années, la société française s'est droitisée. Donc les forces politiques suivent ce mouvement. En tant que sénateur et puis président du groupe des Indépendants, vous attendez les sénateurs LR, vous leur avez déjà distribué des cartes, vous leur dites vous êtes les bienvenus. On n'est pas des vautours et on n'est pas des naufrageurs. Mais enfin, si Éric Woerth, par exemple, veut prendre sa carte à Horizon... Vous l'avez proposé. J'en pleurerai pas. Vous dites la société se droitise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous comprenez les scores, en tout cas dans les sondages, de Marine Le Pen et surtout d'Éric Zemmour ? Vous savez, c'est ce que on disait tout à l'heure. Si vous analysez les scores de l'extrême droite et de l'extrême gauche, parce que pour moi, il n'y a pas une feuille de cigarette entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Pour moi, c'est la même chose. Je le dis depuis toujours. Le Pen-Mélenchon, c'est pareil pour vous. Pareil. Le communisme et le fascisme, c'est pareil. Ça fait 70, 80 ans que ça dure. Ce sont des extrêmes, ce sont des antidémocrates. Ils veulent casser le système. La seule chose qui les divise en définitive aujourd'hui entre Mélenchon et Le Pen, c'est l'immigration. Pour tout le reste, ils sont d'accord sur Poutine, pour soutenir Poutine, ils sont d'accord sur des programmes économiques absolument aberrants, etc. Donc voilà, pour moi, il y a effectivement le clivage. Il y a d'une part le clivage droite-gauche qui reste, mais qui s'atténue, et d'autre part le clivage démocrate-populiste qui est, en France comme ailleurs, en train de devenir le clivage principal. Bon, c'est assez simple. Il se trouve que comme en France, on a une tradition révolutionnaire, etc., on a des extrêmes qui sont divisés entre extrême droite et extrême gauche, alors que dans les autres pays, c'est que de l'extrême droite parce qu'ils n'ont pas cette tradition de 1793. Voilà. Mais au total, ils étaient comme on disait tout à l'heure, c'est pas moi je ne vois pas de montée, je vois une division de ces forces entre Le Pen et Zemmour, et au total 40% entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et dernière question de Jefferson. Claude Maluret ne sont pas certaines d'avoir leur parrainage. François Bayrou veut créer une banque des parrainages justement pour que la démocratie aille à son terme. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Moi, j'en prends acte. Je suis partagé. C'est pas vraiment un soutien. Je suis partagé parce que je me dis que si des extrêmes aujourd'hui ne sont pas capables de convaincre 500 maires de leur donner leur parrainage, et si les maires ont peur en leur donnant leur parrainage d'être mal vus de leurs électeurs, eh ben c'est que leurs électeurs, ils n'ont pas envie. Et c'est que c'est assez honteux, en définitive, de soutenir l'extrême droite ou l'extrême gauche telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, après tout, alors, je comprends l'idée de Bayrou qui est de dire ça ferait sans doute, vu les sondages auxquels ils sont, ça serait très mauvais. Mais franchement, je me dis, pourquoi aller soutenir des gens qui ne sont même pas capables de trouver 500 maires pour les soutenir parce qu'ils ont honte de le faire. Merci Claude Maluret. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Jefferson, la une de Sud-Est, c'est le nucléaire. Tout un programme. Tout à fait. À la une de dans le Sud-Ouest. Journal. Merci, on passe au Club des Territoires. La MNT